Merci beaucoup. Je voudrais remercier tout d'abord Madame Larouche pour son invitation et vous remercier d'être aussi là, à écouter depuis ce matin des interventions diverses, toutes aussi passionnantes les unes que les autres. J'ai peur de ne pas être aussi drôle que mon prédécesseur, le professeur Enzo Sivieri, mais je pense que j'ai des choses assez sérieuses à vous dire et assez importantes qui entrent dans le cadre de ce colloque. Et j'ai préparé mon intervention en m'appuyant sur le discours à l'Assemblée générale des Nations unies le 24 septembre 2013 du nouveau président iranien Hassan Rouhani, qui a dit, à mon avis, des choses essentielles pour améliorer les relations entre les nations du monde. Invitant à instaurer la modération dans les revendications des États, il a suggéré de supprimer l'option militaire est sur la table et de la remplacer par la paix est toujours possible. Et enfin, il a proposé une nouvelle formule, et il l'a proposée à l'ONU, à l'Assemblée générale, au secrétaire général des Nations unies. Cette formule, c'est « Le monde contre la violence et l'extrémisme ». Le monde, a-t-il dit, n'est plus le résultat d'un équilibre entre deux blocs, ni dominé par une seule puissance, mais désormais multipolarisé, et tous les États dont la base du pouvoir est dépendante des urnes ont droit au même respect de leur particularisme et de leurs intérêts légitimes. Aucune culture n'est supérieure aux autres et ne doit chercher à s'imposer. Ce programme, frappé au coin du bon sens, ne semble pourtant pas être appliqué, puisque nous connaissons tous que des conflits incessants éclatent partout, notamment au Moyen-Orient, en Ukraine aussi, provoquant des drames horribles perpétrés par des fanatiques, attisés par les puissances majeures qui cherchent à atteindre ainsi des objectifs stratégiques en entretenant des crises régionales, puisque l'arme nucléaire empêche les affrontements directs. Ainsi en est-il des combats menés par l'État islamique, contre lequel les États-Unis ont constitué une coalition internationale, alors qu'on sait bien qu'ils sont, les États-Unis, avec leurs alliés arabes et turcs, les responsables de la création de cette engeance de terrorisme islamique. Si des frappes aériennes sont utiles pour vaincre cet État islamique, tous les experts militaires savent que seules des troupes au sol seront en mesure d'éradiquer ces extrémistes, bien armés et entraînés grâce aux multiples complicités dont ils ont bénéficié, et notamment des services occidentaux, troupes qui ne peuvent être que celles des pays sur les territoires desquels ces islamistes exercent leurs méfaits et qu'il est urgent de soutenir les gouvernements de ces pays dans cette lutte. La créature ayant échappé à son créateur, la coalition annonce que tel est son but. Acceptons-en l'augure. Mais, comme l'a dit le président Bachar el-Assad récemment lors d'une rencontre avec un haut responsable iranien, ce ne sont pas les États qui ont créé le terrorisme qui sont les mieux placés pour lutter contre lui. Et enfin, on a noté les réticences de la Turquie à rejoindre la coalition puisqu'elle tire profit des conquêtes de l'État islamique dans sa lutte permanente contre les Kurdes. Les alliances conjoncturelles dont a bénéficié l'État islamique avec les baasistes
et les anciens militaires de l'armée de Saddam Hussein, qui sont entrés en résistance lors de l'invasion américaine en 2003, alliance avec les tribus sunnites mécontentes de leur sort dans l'Irak de Maliki. Ces alliances se déferont dès lors que les intérêts de toutes les composantes de la société irakienne seront reconnus par le gouvernement. Il semble que le nouveau Premier ministre Haïdar al-Abadi s'efforce de constituer un consensus national dans ce but. Envisageant d'attribuer des postes de responsabilité à certains baasistes et aux différentes minorités qui composent la mosaïque irakienne. Car, comme l'avait dit le président Poutine dans une réunion internationale à Munich en 2007, la démocratie ne consiste pas à la négation des revendications des minorités, mais au contraire à leur prise en compte par une majorité éclairée. Mais l'Irak et la Syrie, une fois débarrassés de ces hordes barbares, espérons-le, que deviendront tous ces combattants perdus, enrôlés à grand renfort de propagande et de dollars? Ils essaimeront vers des pays où ils pourront chercher à poursuivre leur œuvre de mort. Pour certains, les pays d'Asie centrale, comme l'Afghanistan, et d'autres retourneront dans leur pays d'origine pour y commettre des attentats, comme les milliers d'entre eux venus notamment des pays européens, et notamment de la France. À cet égard, la Syrie, qui, depuis plus de 3 ans et demi, subit des assauts de ces hordes barbares, doit aussi être aidée dans sa lutte, et au lieu de prôner l'absurde soutien à des islamistes modérés, entre guillemets, qui n'existent pas sur le terrain et qu'on essaie de former dans des camps en Jordanie ou ailleurs, nous devons reconnaître que sa connaissance, je parle de la Syrie et de ses services de renseignement notamment, sa connaissance de la mouvance islamiste nous est indispensable et qu'une franche coopération pour lutter contre elle doit enfin être renouée. Il faut cesser de parler de dictature en faisant l'amalgame, toujours porteur de mensonges, avec le régime précédent qui avait l'immense avantage de barrer la route aux islamistes et avec lequel, d'ailleurs, tous les pays du monde entretenaient des relations. La Constitution, votée au cœur de la crise en 2012 par les Syriens, est totalement démocratique, préservant les libertés fondamentales, et le gouvernement, en même temps qu'il combat les fanatiques djihadistes, s'efforce de réconcilier toutes les tendances modérées de la nation, avec succès, puisque de nombreux opposants soutiennent désormais le gouvernement légal, conscient qu'il est le seul rempart contre les terroristes. D'ailleurs, s'allier à des pays aux mœurs politiques et religieuses rétrogrades, comme l'Arabie saoudite et le Qatar, où les urnes n'existent pas, pour prôner la démocratie à travers le monde, est un autre des paradoxes dans lequel nous vivons. Et ce paradoxe s'apparente à l'absurde. Il faut donc suivre les préceptes de sagesse indiqués par le président Rouhani à l'ONU pour bâtir un monde plus raisonnable dans lequel les puissances régleront leurs conflits d'intérêts par le dialogue et la modération des exigences plutôt que par la guerre. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu, car les hommes ont désormais une puissance qui leur permet de faire exploser notre planète par un coup de folie. La dissuasion nucléaire a fonctionné jusqu'à maintenant, nous préservant d'un cataclysme. L'équilibre de la terreur retenant jusqu'ici celui qui aurait eu envie de détruire son ennemi par une salve nucléaire. Parce qu'il savait qu'en appuyant sur ce bouton, il appuyait en même temps sur le bouton qui lui envoyait la même salve nucléaire pour le détruire. Mais on sent bien que certains bellicistes
veulent nous persuader que les États-Unis possèdent désormais un bouclier antimissile entièrement étanche qui les protège de frappes nucléaires en retour, rendant leur suprématie militaire à nouveau totale et annihilant le concept de dissuasion. Ceci est évidemment faux, puisque aucun bouclier ou dôme de fer n'est entièrement étanche et ne le sera pas à moyenne échéance. Mais ça permet de faire avancer l'idée que les États-Unis sont redevenus totalement protégés et peuvent donc faire une première frappe nucléaire. Mais je répète, ceci est totalement faux. Les peuples du monde, quelle que soit leur richesse économique ou culturelle, doivent être égaux en droit. Aucune culture ne peut s'attribuer la prééminence et se croire le phare du monde. La liberté, dont la statue éclaire le monde à l'entrée de la baie d'Hudson, est l'apanage de toutes les nations, sans que l'une d'entre elles puisse se prévaloir à cet égard d'une supériorité quelconque, même si elle possède momentanément une supériorité économique et militaire sur les autres. La France, mon pays, ferait bien de se souvenir de son héritage intellectuel des Lumières et du niveau de prestige mondial où la politique du général de Gaulle l'avait porté, en refusant l'alignement sur aucun bloc, à une époque où il était bien plus difficile qu'aujourd'hui de sortir de l'OTAN. Défendant le droit des peuples à décider eux-mêmes de leur destin, prônant l'entente entre toutes les nations du globe qui l'acclamaient lors de ses nombreux voyages autour du monde, car il connaissait les différentes cultures et proposait partout, en Asie, en Afrique, en Amérique latine, de respecter les hommes avec leurs différences. C'est ce qu'il guidait aussi dans sa volonté de construire une Europe des nations, gardant leur particularisme et souveraineté, qui devait, à ses yeux, s'ouvrir à une grande coopération avec la Russie et au-delà. Pour nous, Français, qui possédons la deuxième zone économique exclusive mondiale grâce à nos territoires ultramarins répartis sur les 5 continents, tout doit nous pousser à avoir une politique de citoyens du monde en entretenant avec toutes les nations des rapports de respect, de confiance et de coopération. Je voudrais, pour conclure, laisser à nouveau la parole au général de Gaulle. J'ai récemment reçu le dernier numéro de la revue Espoir de la Fondation Charles de Gaulle. Il vient d'arriver. Et je suis tombé par hasard sur cette phrase que j'ai trouvée excellente pour conclure mon propos. S'adressant aux jeunes universitaires mexicains en mars 1964, le général adressa à la première personne, en disant « Moi, général de Gaulle », ce message philosophique et politique. Je ne vous cite que 5 ou 6 lignes du début de son message. Mais je pense que chaque mot est important, et vous savez que le général de Gaulle était un grand écrivain et qu'il attachait une importance énorme aux mots. Voilà ce qu'il a dit. En effet, c'était en 1964. En effet, par-dessus les distances qui se rétrécissent, les idéologies qui s'atténuent, les politiques qui s'essoufflent, et, à moins que l'humanité s'anéantisse elle-même un jour dans de monstrueuses destructions, le fait qui dominera le futur, c'est l'unité de notre univers, une cause, celle de l'homme, une nécessité, celle du progrès mondial, et, par conséquent, de l'aide à tous les pays qui le souhaitent pour leur développement, un devoir, celui de la paix, sont, pour notre espèce, les conditions mêmes de sa vie. Je vous remercie.